Les législatives partielles de Bel-sur-Tirbine ont été perturbées par les attaques de Daal hier soir. Selon Antala Béatrice, présidente de l'ACENIT, nombreux électeurs se sont lancés à la poursuite des bandits de grand chemin, la plaie des campagnes malgaches actuellement. Le passage des essaims de criquet dans la capitale a été prévisible, d'après le ministère de l'Agriculture. Depuis 2012, cette éventualité a déjà été évoquée. La température à la hausse ces derniers temps a favorisé ce phénomène d'après un technicien. Un premier cas d'Ebola a été recensé au Sénégal, indique ce jour la ministre sénégalaise de la Santé. Le malade, un jeune étudiant guinéen, a été admis dans un hôpital de Dakar. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour ce journal. Une étoile s'est éteinte, Rakoudbe Adjenabe Ladinono du groupe Maale n'est plus. Il s'est éteint à l'âge de 62 ans à Tananarive d'après les informations qui nous sont parvenues. Avec Fafa, Dame, Dada, Charles, Bécout et Raoul, Nono fait également partie des fondateurs du groupe mythique Maaleo en 1972. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances à la famille et au groupe Maaleo. Et pour parler de politique, les législatives partielles de Bel-sur-Tirbine ont été perturbées par les attaques de Daal hier au soir. Selon Adala Béatrice, président de la CENIT, nombreux électeurs se sont lancés à la poursuite des bandits de grand chemin, la plaie des campagnes malgaches actuellement. Après les interventions des forces de l'ordre, tout est revenu à la normale. Pour le district de Sainte-Marie, un délégué d'un candidat en lice n'a pu accéder au bureau de vote, mais ce problème a été immédiatement résolu. Quant aux deux autres districts, les élections se sont déroulées sans incident majeur. Les résultats de ces législatives partielles seront proclamés ce 8 septembre prochain, d'après la CENIT. Les employés d'Air Madagascar doivent restituer les matériels qu'ils ont bloqués et doivent reprendre le travail. C'est ce qu'a ordonné le tribunal hier soir. Tout redevient normal à l'aéroport d'Ivat ce jour. Les vols vers l'Europe ont repris, mais les employés de la compagnie aérienne nationale ne s'avouent pas vaincus et entendent reprendre leur manifestation mardi prochain. C'est un reportage de Michel Arnardson. Les employés de la compagnie Air Madagascar ont décidé de reprendre leur travail ce jour. Un avocat leur a lu l'ordonnance judiciaire rendue la veille au soir après l'audition des 17 employés assignés devant le tribunal. Les manifestants n'ont pas le droit d'effectuer une grève de plus de 72 heures. Ce matin, à 2 heures, un appareil de la compagnie Air France a atterri à Ivat. L'assistance au sol, suspendue depuis mardi pour les vols en provenance d'Europe, ont repris. Les employés du Conseil de sécurité aérienne ont également repris leur poste, mais ce répit ne sera que de courte durée. Au cas où leurs revendications n'ont pas de suite auprès de l'Union européenne, les employés d'Air Madagascar reprendront leur sit-in dès mardi, a confié ce jour à Radra Barlal. La grève de 72 heures des employés d'Air Madagascar a eu des impacts sur le tourisme. Des annulations de réservations ont été enregistrées au niveau des hôtels, apprend-on d'un communiqué du ministère du Tourisme. Les opérateurs du secteur ont demandé la suspension des manifestations. Reportage. Le calme avant la tempête, les mécontents d'Air Madagascar ont accepté de suspendre leur manifestation pendant 72 heures. Ils ont cependant été clairs, ils reviendront à la charge mardi prochain. Leur grève n'est toutefois pas sans conséquence sur le secteur touristique, un secteur sur lequel l'État a misé beaucoup pour le redressement économique. Selon les dernières statistiques du ministère du Tourisme, 62% des touristes viennent d'Europe, un taux qui pourrait connaître une baisse considérable à cause des turbulences des aéroportuaires. Les vacanciers hésitent actuellement devant la destination Madagascar. Certains ont même déjà annulé leur réservation d'hôtel, apprend-on du communiqué diffusé par les acteurs du secteur touristique ce jour. Mais ce dernier craint également une mauvaise communication sur l'image de Madagascar sur la toile à l'issue de cette affaire.
Selon toujours le communiqué, les manifestations de 72 heures de la compagnie Air Madagascar a eu des impacts sur quelques 1500 touristes. Les opérateurs touristiques redoutent le pire. Ils craignent que cette manifestation ne débouche sur des chômages techniques dans le secteur qui fournit 37 000 emplois directs actuellement, sans parler de l'artisanat, de l'agriculture et de la pêche qui dépendent eux aussi, même en partie du tourisme. Le passage des essaims de criquets dans la capitale a été prévisible d'après le ministère de l'Agriculture. Depuis 2012, cette éventualité a été déjà évoquée. La température à la hausse ces derniers temps a favorisé ce phénomène d'après un technicien. Si les essaims de criquets font 2 heures de vol durant la période hivernale, en été, ils arrivent à résister à la fatigue pendant 6 heures de temps. Le ministère prévoit de lancer 3 campagnes consécutives de lutte anti-acridienne au mois de septembre prochain. Les techniciens ont repéré aussi des essaims qui rôdaient autour d'Annalamaing depuis lundi. 1600 hectares de terrain ont été traités aux pesticides lundi pour limiter les dégâts. Ces essaims proviennent de Mourndave. Ils ont fait escale dans la région de Bunglave. Leur passage à Antananarivo a été prévu hier vers 11 h, d'après les prévisions des agridologues. René Gouet est un grand technicien hydraulique depuis 10 ans à Madagascar. Avec la DIRAMA et le ministère de l'Industrie, il fait partie de ceux qui ont introduit l'eau potable dans la ville d'Antananarivo. Mais les travaux de réhabilitation et l'aménagement du périmètre agricole d'Abatjazak, d'Ambouibar et d'Antananarivo ont également fait sa popularité. Pour tout ça, l'État malgache lui a décerné ce jour, par l'intermédiaire du ministère de l'Eau, le grade de chevalier de l'Ordre national. Reportage. Après cette présentation des activités de M. René Gouet, nous avons tous pris connaissance et sommes convaincus de sa généreuse et inestimable contribution au développement de Madagascar. C'est donc à juste titre qu'il mérite cette distinction honorifique. Monsieur, soyez assuré de la reconnaissance et de la gratitude, non seulement de mon département, mais aussi du gouvernement que je représente aujourd'hui. 250 maisons viendront s'ajouter aux 10 000 unités déjà construites. La Société d'équipement immobilier de Madagascar, ou CEIMAD. C'est une des prouesses d'une société d'État qui affiche 50 ans bien sonnés. Elle s'est offerte un immeuble flambant neuf ce jour. Reportage. Le nouveau bureau de la CEIMAD se trouve actuellement dans le CEIMAD Goldens Building. Si durant ses 50 ans d'existence, la société a toujours loué un local. L'existence de la CEIMAD a été approuvée par le Conseil des ministres le 7 juillet 1964. Cette société était née d'un rassemblement de 2 sociétés qui sont la SIM, ou la Société immobilière de Madagascar, et la SERMAD, ou Société d'équipement urbain et rural de Madagascar. La construction de ce nouveau local a débuté en 2013 avec un budget de 4 milliards d'ariars. Sa finition est la stèle de leur 50e anniversaire. La CEIMAD a été réputée par la construction des maisons d'État et de nombreuses cités dans la Grande Île. Au début, la construction était faite pour les fonctionnaires, mais cependant, des maisons à louer font l'objet de construction, comme celle des cités d'Ampeflou, de Manakambayin, d'Ambouipou et des 67 hectares. Depuis l'année 1987, 1187 maisons ont été bâties pour être vendues et d'autres dont la construction n'est pas encore achevée, jusque-là, comme les Chanmour de la transition. Et on passe aux actualités internationales. Un premier cas d'Ebola a été recensé au Sénégal, indique ce jour la ministre sénégalaise de la Santé. Le malade, un jeune étudiant guinéen, a été admis dans un hôpital de Dakar. Son état de santé est jugé satisfaisant. C'est un reportage de France 24. Une petite fiole qui pourrait sauver des milliers de vies. L'Institut national pour la santé américain lance dès la semaine prochaine les tests à échelle humaine d'un vaccin contre Ebola.
Tous les singes à qui on a administré une dose mortelle d'Ebola sont décédés. Tous ceux à qui, en revanche, on a administré la même dose et qui avaient été vaccinés ont survécu. Les résultats sont plutôt probants. Le vaccin sera testé sur 20 volontaires. Il ne sera ensuite distribué dans les zones touchées par Ebola qu'en fonction de leur réponse immunitaire. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois et de l'avis même des scientifiques, l'urgence est de combattre l'épidémie sur le terrain. On ne peut pas simplement rester là sans bouger et regarder les avions qui ne décollent pas. On doit vraiment acheminer de l'aide sur le terrain pour lutter contre cette épidémie, parce qu'il s'agit réellement d'une crise qui n'en finit pas. Sur le terrain, les kits médicaux d'urgence, les équipements de protection, les lits pour accueillir les patients, les médecins de l'ONU et des ONG, l'effectif chargé de repérer les cas d'Ebola ne sont plus suffisants. Leur acheminement est rendu difficile alors que les compagnies aériennes suspendent leurs vols vers les pays touchés. Et le bilan des victimes s'alourdit encore. 3 millions de Syriens ayant fui la guerre dans leur pays sont désormais enregistrés comme réfugiés, a annoncé ce vendredi le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a moins d'un an, ce chiffre s'élevait à 2 millions. Les détails dans ce reportage de France 24. Arsal, une ville libanaise non loin de la frontière avec la Syrie. Ici vivent plus de 100 000 réfugiés syriens dans des camps, des abris improvisés ou encore chez des habitants. Cela fait 5 mois que je suis là. J'espère que la communauté internationale pourra nous aider à rentrer chez nous, parce que la vie ici est très dure. Mais pour l'instant, pas question de rentrer. Au contraire, chaque semaine, ce sont plus de 12 000 réfugiés qui traversent la frontière. La plupart ont trouvé refuge au Liban, mais aussi en Turquie ou encore en Jordanie. Et à l'intérieur même de la Syrie, 6,5 millions de personnes ont dû quitter leur maison. En tout, près de la moitié de la population. Leur voyage se transforme souvent en enfer. Beaucoup sont forcés de verser de l'argent à des barrages armés. Ils payent également des passeurs. Déjà en juin, le chef du HCR tirait la sonnette d'alarme. Nous avons besoin de beaucoup plus d'aide de la part de la communauté internationale, mais aussi plus de soutien pour les pays comme le Liban, la Jordanie, des pays qui font face à des défis immenses. Car l'arrivée massive de ces Syriens génère de fortes pressions, notamment économiques, sur ces pays. Plus de 4 réfugiés sur 5 n'arrivent pas à gagner leur vie. Quant aux locaux, certains commencent à se plaindre. Il n'y a plus d'emploi. Avant, on gagnait $20 par jour, mais ils ont tout pris et ils sont prêts à travailler pour $5 seulement. Le HCR s'inquiète aussi tout particulièrement des réfugiés syriens en Irak. Plusieurs centaines sont pris au piège à Al-Qaïm, une zone désormais contrôlée par l'organisation de l'État islamique, où l'ONU et plusieurs ONG internationales ont été forcées de partir. Et un petit rappel de programme avant de vous quitter. L'émission, le magazine Mikulev, juste après ce journal avec Nkazara Kutumanatsu, suivront 2 films dramatiques, Fun Game et Backdift. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Pour ma part, je vous dis à demain à la même heure sur Cool TV. Au revoir.